Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Have you been exposed to any type of radioactivity in the past 6 months? Vous savez, quand il est question de cinéma, j'essaye de rester positif, j'essaye de trouver des sujets pour lesquels j'ai quelque chose de vaguement sympathique à dire, j'essaye aussi de vous éduquer, cependant il me semble assez évident qu'avec les films qui sortent de nos jours actuellement au cinéma, il va falloir que je fasse un effort particulier pour me battre contre la médiocrité ambiante, ce qui commence par ceci, le dernier film de Guy Ritchie qui s'appelle King Arthur, Legend of the Sword, et il faut bien admettre ceci, c'est pas vraiment un film, hein, c'est plus un accident industriel qui fait que le pire de ce que vous avez l'habitude de voir au cinéma a été, de manière assez étrange, distillé dans une histoire qui est censée être celle du roi Arthur, mais que décidément c'est plus, je sais pas, moi, un mauvais épisode d'une série à la Xena ou à Hercule, les voyages légendaires, vous savez, des fameuses séries télé sorties il y a des décennies qui avaient été réalisées par Sam Raimi, et c'est malheureusement de ce film-là, de Guy Ritchie, qui sera question dans cet épisode. C'est une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Vous savez, en tant que monsieur qui s'appelle Arthur, j'en ai vu des choses dans le domaine de la légende arthurienne pour une très simple raison, c'est que vu que je m'appelle Arthur, j'ai essayé de vaguement comprendre ce dont il était question, car on ne sait jamais, je veux dire, les racines, les incroyables légendes qui sont celles de ce tissu d'endroits qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, moi, l'Europe, on se retrouve ici avec une méthode mythique assez simple à comprendre, c'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose qui a à voir avec le film là-dedans dans ce que je vais vous dire, mais que voilà, il y a deux théories, c'est l'histoire d'un mec, un jour, il y a une fille qui habite dans un lac, on sait pas comment elle vit dans un lac, mais c'est une espèce de brève et immanente manifestation de la nature qui l'entoure, et que voilà, l'idée de la chose, c'est que elle donne une épée, un mec qui s'appelle Arthur, il est pas censé nécessairement s'appeler Arthur, mais dans la plupart de ces légendes, il s'appelle Arthur, et que, voilà, il a une épée, ce qui fait qu'il est tellement fort que voilà, il fait régner dans l'Angleterre une loi particulière, qui est celle qu'il est le premier roi d'un nouveau genre, alors même que le précédent était mort dans des terribles circonstances qui font que le territoire était sans direction, et que blablabla, un roi de droit divin et des conneries comme ça. De l'autre côté, une autre théorie, c'est il y a un homme, il est tellement pur qu'il arrive à récupérer l'épée mystique qui était enfichée quelque part dans un rocher, que géant en verre, cela fait de lui, c'est certain, le roi Arthur et blablabla, et ensuite il a généralement une table ronde et des tas de gens, ils sont en train de chercher un ciboire particulier qui s'appelle le Graal, qui est celui dans lequel le sang du Christ, parce qu'il faut pas oublier que c'est évidemment un mythe qui est censé faire le lien entre des traditions païennes et la croyance chrétienne, et que voilà, vous retrouvez dans le Graal, qu'il avait contenu le sang du Christ, et que donc cela fait de lui le meilleur gobelet que l'on pourrait avoir l'idée d'utiliser pour, je ne sais pas, moi, boire du vin et des choses comme ça. Alors ça, c'est la théorie de base. Et ce que vous avez dans ce film qui s'appelle, je vous rappelle, King Arthur, Legend of the Sword, c'est un film de Guy Ritchie. Il a perdu son droit de se faire appeler Guy, qui est produit par Guy Ritchie, c'est certain, et aussi par Akiva Goldsman et 4 autres personnes pour la Warner Bros. Pictures sur un budget de 175 millions de dollars. Ils sont réussis à arriver à un résultat qui est moins réussi d'un point de vue purement esthétique et historique que ce qui vous est proposé par, je sais pas, moi, les Chevaliers Mystiques de Tir na Nog ou des trucs comme ça. Alors il faut se dire que c'est très simple, c'est un film qui essaye de faire la bijection de, décidément, c'est très à la mode l'heroic fantasy de nos jours, vous savez, il y a Game of Thrones, et la tradition de, on fait des films avec beaucoup d'argent dedans, comme, je ne sais pas, moi, Lord of the Ring, des trucs comme ça, et que vous vous retrouvez dans une situation étrange. Vous avez un roi, que c'est un roi maléfique, que décidément c'est un roi très maléfique, et qu'il y a des pouvoirs magiques parce qu'il a sacrifié des gens, on ne sait pas précisément pourquoi, des espèces de kraken qui vivent dans l'eau, qui est sous le terrible endroit de Camelot, vous savez, Avalon, dans certaines traditions, et qu'ici vous êtes dans une situation où l'intégralité fait pas sens. Je veux dire, le roi est un magicien, le magicien il est méchant, mais le magicien il est méchant, pourquoi? Parce qu'il était jaloux de son frère c'était Uther Pendragon, le père d'Arthur, et que, voilà, Uther Pendragon c'était Eric Bana, vous savez, Hulk, on ne sait pas précisément pourquoi, l'intégralité de s'articule autour de, il y a
et les mages ont des pouvoirs terribles comme celui de faire venir des gigantesques olifants qui font genre 200 mètres de haut parce que voilà, quelqu'un a vu Lord of the Rings avant de se jeter dans tout ceci, que voilà. Alors le méchant est joué par Jude Law et c'est le seul type qui est dans l'intégralité de ce film et fait un effort pour jouer. Alors si on avait pu penser qu'un jour il avait ça en lui, Jude Law, il y a des années, ben sa carrière n'en serait pas là où elle est actuellement, c'est-à-dire à jouer des méchants équivalents masculins de, vous savez, la vilaine sorcière dans les films pour enfants, et que voilà, il est calé dans un film où il essaye de jouer Hamlet, mais ce n'est pas Hamlet, et qu'il essaye cependant de jouer Hamlet, mais que ce n'est pas Hamlet, mais il essaye, hein, mais il y a pas de raison qu'il essaye, parce que c'est un film de merde pour débiles mentaux profonds, où on peut simplement dire ceci, c'est que, voilà, Guy Ritchie, c'est un mec, il a fait Snatch, et d'autres films dans le style de Snatch, mais il a fait Snatch, et Revolver, et Snatch, et rien grand chose d'autre que Snatch, quand on y réfléchit posément, et que voilà, Snatch. C'est un mot amusant à dire, Snatch. Mais que Guy Ritchie, c'est pas exactement un réalisateur visionnaire avec des incroyables capacités dans le domaine de quoi que ce soit d'autre que de faire des séquences visuelles efficaces. Et il a des séquences visuelles efficaces parce que, à chaque fois que le type, il a du mal, hein, parce que, voilà, Excalibur est beaucoup trop puissante pour lui parce qu'il est joué par un homme dont je n'avais jamais même ne serait-ce qu'entendu parler, qui s'appelle Charlie Hunnam. En a-t-il une? La question se pose. Et que c'est le fameux blondinet générique que vous vous souvenez pas avoir vu dans Pacific Rim. Alors, j'ai vu Pacific Rim. Je n'ai jamais vu le visage de cet homme de ma vie. Et il semblerait-il que c'était l'un des gars sympathiques dans Crimson Peak, vous savez, le film de Guillermo del Toro. Et je n'ai jamais vu ce mec, mais il semblerait qu'il était populaire à la télévision à une époque. Alors, je vais vous rappeler un peu les conditions dans lesquelles j'ai été voir ceci. J'ai été voir ceci au cinéma. Et je n'ai jamais vu aussi peu de gens dans une séance de ma vie depuis que j'étais allé voir le film Pokémon, il y a toutes ces années, à l'époque où on projetait les films sur du triacétate de cellulose, en quelque sorte, sur de la pellicule. Et il y avait moi et mon pote Manu, on était les seuls dans la salle, parce que, voyez-vous, c'était un film qui n'avait pas beaucoup de succès, que là, j'avais vu 4 personnes dans la salle. Je suis rentré, on était 3. Je suis parti, on était 6. Il faut croire que quelqu'un s'est cloné lui-même et que décidément il y avait des gens en plus dans la salle, mais je n'ai jamais vu une salle aussi vide de l'histoire de ma vie. Et quand on pense que ce film, dont j'ai déjà oublié le nom, s'appelle King Arthur, Legend of the Sword, ce qui est un chouette titre quand on y réfléchit, Legend of the Sword, on imaginerait tout de suite Knights of the Round, le fameux beat 'em up de Capcom. Et on se retrouve ici à penser qu'ils espéraient faire 6 films tirés des aventures de voilà, il y a des gens, ils se battent, ils ont les pouvoirs mystiques de la magie est mal définie, que voilà. C'est un gigantesque bordel. Alors, je sais qu'on a une époque où on ne peut plus faire la bijection, vous savez, les païens contre les chrétiens contre les païens, les chrétiens contre les vikings et des choses comme ça, parce que vous savez, on est dans une époque mondialisée, on essaye déjà de faire de l'argent avec les Chinois, parce que les Chinois regardent du cinéma de nos jours, et que c'est pour ça que vous trouvez avec un chevalier qui s'appelle George, qui est très doué en kung-fu, qui se trouve venir de Chine et qui parle anglais, je vous rassure tout de suite, et que voilà. Bedivere est joué par le fameux acteur qu'à une époque il faisait des pubs pour les slips, qui s'appelle Jimon Hounsou, que vous avez vu dans Gladiator, et que ça vous donne une vague idée de, oui évidemment, on dirait une série télé BBC, on dirait une mauvaise série télé BBC, vous savez, les 4 mousquetaires, ils parlent tous anglais, mais on ne sait pas pourquoi, ils sont comme ça, et que, évidemment, vous en avez qui sont afro-américains, parce qu'il faut avoir le public afro-américain, des choses comme ça, et je suis pas en train de faire une remarque raciste sur décidément l'histoire de la chose, mais si on veut rentrer dans la high fantasy, et qu'on veut aller dans la high fantasy, et que oui, d'accord, ça ressemble à un dessin animé dans le style Le Roi Arthur et les Visionnaires, je sais pas si vous vous souvenez de ça, si vous vous souvenez de ça, vous êtes vieux et que décidément vous regardez des dessins animés pourris à la télé, mais que, voilà, il y a moyen de le faire, mais ce n'est pas avec une histoire particulièrement simple et inefficace où on a l'impression qu'ils ont mélangé 22 scripts improbables là-dedans, où ça ressemble à Robin des Bois, parce qu'il a sa fameuse résistance qui se bat contre le roi Mordred, que ce n'est pas le roi Mordred, mais j'ai déjà oublié le nom du roi méchant dans le film, et je l'ai vu il y a même pas 35 minutes, ce film, c'est de vous donner une idée de la puissance phénoménale du récit qui est implanté dans votre cerveau par ce film qui est réalisé avec un stylet en or sur des incroyables dalles de marbre. C'est simple. Les films Clash of the Titans sont probablement des meilleurs incroyables films de l'heroic fantasy que celui-ci. C'est vous dire. Donc, l'idée est très simple. Il se passe des choses. Oh non, oh c'est terrible. Le roi, il est tué en essayant de défendre son bambino. Et son bambino, il va être récupéré par des prostituées. Qu'ensuite, il va devenir un roi, mais un roi du peuple. Parce que vous ne pouvez pas avoir le mec, il est plus pur que les autres par l'incroyable capacité de ses émotions, qui est l'un des 2 fondamentaux de base de la théorie arthurienne. C'est que,
Le roi est plus pur que les autres, c'est pour ça qu'il est roi de droit divin, que c'est un roi de droit divin. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné l'épée divine qui a été forgée par Dieu, et bla, 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 et autres plaisanteries du même ordre, qui sont plus très sympathiques à entendre de l'autre jour, mais il faut pas oublier que l'Angleterre est basée autour d'une théorie, c'est que Dieu est leur droit, Dieu est mon droit, et d'ailleurs, évidemment, la phrase familiale, je suis en train de chercher le mot, la devise de l'Angleterre, etc., etc. Et que ici, vous voyez, c'est un roi, mais c'est un roi du peuple, il se prend pour Conor McGregor et des choses comme ça, et il fait des pompes, et il fait des pompes, il fait des pompes, et il fait yo, comme ça, c'est ridicule en l'air, que, semble-t-il, c'est un de ces héros traditionnels de Guy Ritchie, où vous savez, il fait des blagues, lol, et il est drôle, lol, et qu'il est impossible d'aller à l'encontre de son incroyable volonté, parce que vous savez, c'est un mec cool, il est bien dans sa peau, et qu'il est très capable de faire des incroyables efforts pour son corps par le sport, ce qui fait de lui, et c'est pas très difficile, de jouer ce genre de plaisanterie. Il suffit qu'il y ait un scénario où une bande d'amis se trouve tout d'un coup dans une situation où, oh non, ils doivent défendre leur pays contre l'attaque d'un méchant roi. Ils essayent de faire ça, mais ils n'y arrivent pas réellement, parce que, on pourrait dire ceci, c'est que les plaisanteries sont forcées, le scénario ne fait pas réellement sens, c'est une suite de clichés improbables qui font que soudain, oh non, il y a une magicienne qui arrive, cette magicienne qui arrive. Non, il semblerait que ce soit une top modèle, s'appelle Astrid de Bergès-Frisbee. C'est la dame des publicités Chanel. Elle ressemble à ça, je sais pas comment c'est possible, nos jours, les top modèles, après 3 ans avoir été top modèles, ressemblent à des petits chats faméliques malades, qu'ils ont l'air d'avoir pris trop de drogue dure dans leur vie. Vous savez, ils ont des ailes puissantes, cernes comme ça, et l'air malade, et pas bien en bonne santé, et des choses comme ça. Je sais pas, c'est parce qu'ils doivent rester à un poids de 42 kilos pour 1m84 et des choses comme ça, mais il y a un problème. Et je sais pas lequel il est, et je veux pas savoir quel est le problème des top modèles de nos jours. Mais il y en a un. Voilà. Alors, est-ce que ce film, je vous le garantis, que c'est de l'horreur, tout ça? Alors, si vous êtes très, 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 très bourré, peut-être vous arriverez à rire de tout ceci, qui est paradoxalement moins drôle d'un point de vue réellement, involontaire que Your Highness, des films comme ça. Mais que c'est ce niveau-là de réalisation, et que le mieux qu'on puisse dire, c'est que quand l'action commence à devenir de l'action, ça ressemble à une image de phrase-état, d'accord, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais que c'est à ça que ça ressemble, mélangé avec un effet visuel, celui d'être dans un film, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo dont on pourrait dire qu'il n'existe malheureusement pas. C'est un peu ça que vous avez comme sentiment, que vous avez vu King Arthur, Legend of the Sword. Est-ce que quelqu'un peut trouver son terrible sucre dans tout ceci? Je vais essayer de vous rappeler tout ceci avec maintenant un extrait tiré du film qui ressemble à ça. Et les historiens auront compris que j'ai fait une blague terrible en mettant un morceau de Mystic Knights of Tir na nog qui est cependant plus drôle aussi dans cette incroyable plaisanterie, c'est-à-dire le comique involontaire. Alors, je vais revenir dans quelques instants pour les incroyables spoilers de la chose, mais il faut bien imaginer que ce sera très court parce que il y a très peu de spoilers qui méritent le coup d'être vécus dans tout ceci, parce que ce film, c'est de la merde. Maintenant, voilà un morceau du trailer. You felt it, didn't you? The power. It was Vortigern who murdered your father. C'est censé être le premier film d'une série de 6 films tirés des incroyables aventures des Chevaliers de la Table Ronde. Alors vous imaginez très bien, et c'est là qu'on commence les spoilers, c'est que « Oh non ! Le gentil gagne à la fin !» Parce que c'est comme ça que décidément c'est un film de merde. Il faut aussi se dire simplement ceci, c'est que c'est un film de merde qui repompe la formule des films Marvel, c'est-à-dire que oh non, on va apprendre comment le personnage principal récupère ses pouvoirs, et ses pouvoirs sont surnaturels, et que grosso modo quand machin il prend son, je sais pas pourquoi j'ai pris un bic pour simuler Excalibur, mais que quand il prend Excalibur dans sa main, le temps bouge en bullet time, parce que vous savez le cliché tout ça, et qu'on sait simplement ceci, c'est que c'est quand même pas évident, mais vous savez, le film avec Dastan, le Prince of Persia, le film. Je sais pas pourquoi je me souviens du nom du personnage dans le film Prince of Persia, mais toujours est-il que c'est un meilleur film de ce type-là que ce film-ci dont il est question. Alors, il faut imaginer que Guy Ritchie n'est pas un mauvais réalisateur. Vous savez, il a fait
des films pas terribles où Jude Law était le Dr Watson et où Iron Man était le professeur Sherlock Holmes, que ce n'est pas un professeur mais que voilà, ça revient au même, et qu'on se retrouve dans une situation où, ouais, ça n'a aucun intérêt, c'est chiant à regarder, les incroyables efforts pour leur corps par le sport que les acteurs sont censés faire de nos jours, sont un peu des retours diminutifs, parce que tout le monde est en super méga bonne santé, mais ils sont incapables de jouer, et que, voilà, c'est un mélange de toutes les influences probables et improbables des théories qui sont censées se retrouver dans la légende arthurienne. Vous avez simultanément le mec décidément l'arme et Excalibur a été forgée, on ne sait pas trop par qui, mais si ce n'est par des méchants mages, donc ça a été offert par Merlin, Uther Pendragon, et que décidément soudain il est attaqué par son frère, donc il va l'envoyer en l'air afin qu'elle s'enfonce dans son corps, le roi sous-entendu, et que le roi va devenir un rocher à travers les temps et les âges, et que soudain l'épée légendaire, qui n'est pas exactement la Master Sword, mais que c'est bel et bien la Master Sword, elle finit enfichée là-dedans, et que ensuite, le petit Arthur Pendragon doit retirer le symbole phallique du corps de son papa, qui est mort pour la protéger, ce n'est pas sale du tout, et que il a une épée en main, qui est un symbole phallique, et que voilà, et tarari et tarara, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mélange improbable de diverses théories qui sont cependant à la base de la légende arthurienne pour en faire un produit pour les débiles mentaux profonds qui aiment regarder les films Fast et Furieux qui sont proposés à notre époque. Ce n'est pas une attaque contre les films Fast and Furious et des choses comme ça, c'est qu'il faut bien dire ceci, c'est que au fur et à mesure que les standards éducatifs baissent sur la planète, que le niveau du quotient intellectuel du public qui va au cinéma baisse au fur et à mesure de la chose, voyez la différence entre un film comme celui-ci, mettons un autre petit morceau du trailer là. His power is increasing. When people fear you, it is the most intoxicating sensation a man can possess. You're starting to mean something. You're no longer a myth. Et ne serait-ce que l'Excalibur de John Borman, sorti dans les années 80 et que vous avez peut-être vu comme un poster dans la film Batman v Superman, ce qui vous donne une vague idée du niveau. C'est certain, de John Borman, c'est-à-dire que c'est un réalisateur visionnaire avec des capacités terribles à réaliser quelque chose qui a à voir d'ailleurs avec ces fondamentaux philosophiques de la légende arthurienne, c'est-à-dire que être un chevalier, c'est participer à cette philosophie d'être meilleur que le peuple, de le diriger par ses incroyables idéaux, c'est-à-dire la pureté, la chasteté, c'est totalement stupide à dire, mais enfin bon, bref, c'était les idéaux de l'époque, et vous savez, avoir une forme de fibre morale, et que cette fibre morale fait que votre cœur qui bat dans votre corps fait que vous n'allez jamais trépasser avant d'avoir terminé cette mission, et que cette mission que vous aviez, c'était, semble-t-il, je ne sais pas moi, de récupérer le Graal par exemple, ou de vous battre contre les gens méchants qui sont chez vous. Mais il faut dire que dans la plupart des légendes arthuriennes, la paix est totale parce qu'on vit dans un âge d'or où le roi Arthur a réussi à détruire en quelque sorte l'intégralité des gens qui étaient dans l'opposition à son propre règne qui, je vous le rappelle, est de droit divin parce que nous sommes en Angleterre, des choses comme ça. Alors, est-ce que j'ai quelque chose de plus particulier que ça à dire sur un sujet comme celui-ci? Non, si ce n'est que c'est une honte, que c'est de la merde, que c'est vraiment un mauvais film, mais qu'en plus, là où d'habitude, Guy Ritchie a un truc assez simple, c'est le fait de pouvoir présenter des séquences visionnaires, vous savez, vous pouvez regarder les choses avec vos yeux et vous dites c'est assez joli à regarder, on voit que c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma qui est de l'autre côté. Voilà, vous aviez Man from U.N.C.L.E. C'est pas un extraordinairement bon film, mais il y a des séquences où on se dit oui, Guy Ritchie sait encore faire un film, et dans ce film-ci on commence à se demander si Guy Ritchie sait encore faire un film, la question se pose, et voilà. Alors le mélange des influences, vous savez des gens qui sont tirés de Game of Thrones, qui sont là pour faire genre c'est Game of Thrones, mais ce n'est pas Game of Thrones, parce que vous voyez, quand on fait un film tout public, qui est censé être, vous savez, avec les armes contondantes, qu'on pourrait appeler ça des armes blanches, que ce n'est pas raciste, mais que c'est comme ça qu'on appelle les couteaux, les grands couteaux, et les épées sont des grands couteaux, et on se retrouve dans une situation où vous pouvez pas montrer de sang, vous pouvez pas montrer les conséquences terribles et vraiment dégueulasses du fait de se battre avec des épées, et des armes et des massues et des choses comme ça, et que, vous essayez de faire un film léger, de high fantasy, et que voilà. Alors, imaginez que c'est un film où la ville de London, Londres, comme disait Monsieur Michaud, êtes-vous de Londres, de London? Non. Et des choses comme ça, ça s'appelle Londinium, parce qu'on est censé faire semblant que c'est dans un univers improbable de high fantasy, des choses comme ça. Bref, c'est une honte, c'est un film absolument ridicule, et est-ce qu'il est assez drôle pour être
je sais pas moi, LOL au second degré? La réponse est malheureusement non, ce qui fait que c'est un foirage sur toute la série. Voilà. Alors, je ne sais pas de quoi je vous parlerai dans le prochain épisode de ceci et de cela, mais j'ai vu un trailer dans cette incroyable présentation, et c'est assez dur de se dire, mais il y avait le trailer de Wonder Woman, et il me semble que je devrais m'occuper de Wonder Woman. Je devrais m'occuper de critiquer le film Wonder Woman, parce que cela ne peut pas être pire que ce film-ci de Guy Ritchie, et il faut bien se dire ceci, c'est que je suis en train d'essayer de voir quel est le zéro absolu sur, vous savez, cette incroyable plaisanterie qui nous mène de 0 à 5 étoiles ou de 0 à 10 pour peu qu'on soit obligé de vrai sur sens critique et qu'on peut dire ceci, ça c'est un solide 3 sur 10. Ce qui est terrible à dire, c'est que ce n'est pas assez drôle pour être drôle dans cette incroyable plaisanterie qu'on a fait un film qui est volontairement à chier, vous savez, les productions Asylum, des choses comme ça, mais que ce n'est pas non plus assez réussi pour être un film nanana, c'est juste un mélange improbable de clichés super-héroesques dans un domaine où ça n'a absolument rien à voir, et on pourrait imaginer que c'est un peu comme Dracula Untold, vous voyez, mais en pire encore. Je ne pensais pas que c'était possible, mais maintenant il semblerait que ce soit le cas. Bref, je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode d'une émission de critique cinématographique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope.